Madame, monsieur, bonsoir fidèles de Canal Algérie. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche soir pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Au sommaire de ce 7e numéro, on parlera d'équipe nationale. Ce 5e regroupement sous l'ère Vladimir Petkovic en préparation des 2 derniers matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, même si notre équipe nationale est d'ores et déjà qualifiée. On parlera aussi de Ligue 1 dans sa 8e journée, le CS Constantine qui prend seul les commandes grâce à sa victoire face à l'Olympique d'Erkbou et les 2 matchs nuls concédés par ces 2 co-leaders avant cette journée. La Ligue 2 dans ces 2 groupes centre-est et centre-ouest. Il y aura aussi, comme à l'accoutumée, une séquence web, mais avant tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous sur le plateau ce soir le coach du MC, le Bayed Fouad Bouali. Coach, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs et voilà, j'espère qu'on va avoir du bon temps. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite et on va avoir du bon temps, ne vous en faites pas. On s'amuse toujours lors de notre émission. Juste à côté de vous, notre aîné à tous. Chez nous, on l'appelle Damouh. C'est Mohamed Haouchim, tout le monde le connaît. Damouh, bonsoir et merci d'avoir fait le déplacement malgré les intempéries. Oui, bonsoir Fatah, bonsoir à tous les amis qui suivent Canal Foot. Un plaisir en tout cas de retrouver, j'allais dire, les odeurs et les senteurs de Canal Foot, ça fait longtemps. Plaisir de revoir mon ami Abdelnour Kawa, une légende du football algérien, je te le dirais avec beaucoup de plaisir. Et surtout mon grand ami Fouad Bouali, sincèrement, j'ai eu du plaisir à le revoir ce soir. Un exemple d'humilité, je pèse bien mes mots, c'est pas parce qu'il est devant moi, d'éducation, et c'est très important avec les relations entre coach, entraîneur et la presse. D'ailleurs, dernièrement, j'ai été invité par la fédération, la DT1 de la Fédération algérienne de football, pour la formation CAF Pro, une belle communication sur les relations qui doivent être entre les coachs et la presse, c'est très important. Il n'a jamais refusé la moindre interview, toujours aimable, et c'est pas parce qu'il est devant moi. Heureux d'avoir revu mon ami Fouad Bouali ce soir. Les téléspectateurs auraient tout de suite compris pourquoi j'ai dit notre aîné à tous. Voilà, il vient de nous faire un cours d'Amouh et on l'écoute toujours avec autant de plaisir. Merci Damouh. Juste en face, bien sûr, le gardien du temple, notre consultant fétiche à Canal Algérie, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, très heureux de retrouver Fouad ainsi que mon vieil ami Mohamed, avec lesquels on a partagé beaucoup de souvenirs, et surtout bonsoir à nos amis téléspectateurs. Voilà, donc le décor est planté. Avant de développer tout cela, nous avons appris, bien sûr, comme tout le monde le sait, avec beaucoup de tristesse et de peine, le décès avant-hier d'une des icônes du football national, une figure emblématique de la glorieuse équipe du FLN. Il fut aussi sélectionneur national et surtout l'artisan du premier trophée algérien, les Jeux méditerranéens 75. Par la suite, il y a eu aussi les Jeux africains en 1978. Vous l'avez reconnu, c'est feu Rachid Makhloufi qui s'est éteint avant-hier à l'âge de 88 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La première réaction fut celle du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a d'abord réagi à ce décès tout en parlant, de feu Rachid Makhloufi, de ses caractéristiques, de la valeur du gars. Il a qualifié de grand guerrier. C'est vrai que l'équipe du FLN était en train de faire la guerre à sa manière, de combattre le colonialisme à sa manière. Le président de la République a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à la famille du football national. Alors, une vive émotion au sein du monde du football, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il y a eu aujourd'hui, bien sûr, la dépouille est arrivée hier, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu aujourd'hui l'enterrement on va voir les images tout de suite, l'enterrement de feu Rachid Makhloufi avec la présence de beaucoup de personnalités politiques et footballistiques. Et il y a eu aussi des déclarations de certains présents. On va voir les images, Hanan, si les images sont prêtes, de l'enterrement de Rachid Makhloufi. Voilà, on est en train de voir. Vous pouvez réagir Damouh, Fouad. On commence par notre invité, bien sûr. Là, c'est toujours malheureux d'apprendre les mauvaises nouvelles. Bon. Ou, voilà, ce qu'il a fait
c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous de patriotisme. Des gens qui ont laissé de côté leur carrière professionnelle en Europe et ils ont rejoint les rangs du FLN et ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Tout ce qu'on souhaite, Rabbi yarhamou, Inch'Allah, ou khlas taou عند الله. J'espère que Inch'Allah يكون في جنة الفردوس. Inch'Allah, Damah. C'était un grand monsieur, je me rappelle en 2002, la Cannes 2002 à Bamako, au Mali, j'ai voulu à tout prix, je l'ai réussi de toute façon, une belle interview avec Salif Keïta, qui était la grande vedette de la Saint-Etienne. Et puis pour l'amadouer, quand j'étais le voir à son hôtel, l'hôtel Mondé, au bord du fleuve Niger, très bel hôtel d'ailleurs, j'étais obligé de lui dire, je suis un ami de Rachid Makhloufi, il m'a dit non, non, écoutez, pour moi c'est tonton Rachid. Je dis ah bon, je sais que vous êtes arrivé au moment où lui partait fin de carrière. Il m'a dit, il m'a mis sous ma coupe, c'était mon grand frère. Voilà un peu l'humanisme de Rachid Makhloufi, en plus de son talent virtuose du football. Quelqu'un qui a sacrifié sa carrière à Adenor, il était pratiquement sélectionnable pour la Coupe du Monde 58 et il a laissé tout ça, il a mis sa carrière de professionnel entre parenthèses et il est parti combattre à sa manière avec l'équipe du FLN. Bien sûr, ça a demandé un sacrifice énorme. Mais au cours d'une interview qu'il avait accordée à une émission française, il avait dit que pour tout l'or du monde, il n'aurait jamais refusé d'être dans cette équipe FLN qui a été l'ambassadrice de la guerre de libération de l'Algérie. Pour tout l'or du monde, il ne changerait jamais sa position puisqu'il avait choisi de rejoindre cette équipe au détriment, bien entendu, de son équipe de Saint-Etienne et surtout de l'équipe de France. Et puis il a dit quelque chose d'important à l'époque, il a dit personne ne nous a forcé de rejoindre l'équipe du FLN. Voilà, c'est une conviction personnelle. Il a dit on est revenu de conviction personnelle, c'est très important pour l'histoire. Tout à fait. Et justement, il y a eu des déclarations lors de l'enterrement avec beaucoup de personnes. On va les écouter, les déclarations. Hanan. كل نفس ذائقة الموت يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شكرا للجزائر، شكرا للجزائر، شكرا للجزائر. مرحوم الله يرحمه ويوسع عليه. كما قلت قبيله الانسان مع الفريق الوطني لجبهة التحرير دار دور كبير في الخارج، هو اللي عرف الجزائر باللعب نتاعو بالسياسة نتاعو. رشيد سيتي à l'époque c'était la vedette la star تاع يعني الفوتبول في هذاك الوقت وحنا نكونوا له يعني كل الاحترام وكل الفخر. ربي يرحمه وعطاه كثير الكره الجزائريه كمجاهد كمدرب كلاعب. اذا ما نقدروا واش نزيدوا نقولوا عليه. ربي يرحمه ويسع عليه والله يعطيكم. خساره كبيره للكره الجزائريه بالطبع. Voilà, c'était les déclarations de Mohamed Maouch, Salah Assad, Mustafa Kouissi, les déclarations avec beaucoup d'émotion. On pourra voir tout à l'heure, je l'espère d'ailleurs, un ami qui a qualifié Rachid Makhloufi de son maître, de son ami. Il s'agit bien sûr d'une vieille connaissance du football de la Saint-Etienne, monsieur Jean-Michel Larquet. Je ne sais pas si on l'a au téléphone, Hanan. Nous l'avons au téléphone. Monsieur Larquet. Oui, bonjour. Bonsoir Monsieur Larquet, merci d'avoir répondu à notre appel. Comme vous le savez, l'Algérie, le football mondial et le football algérien est en deuil suite au décès, je vais citer, de votre ami que vous avez qualifié d'exemple et de maître, Rachid Makhloufi. Oui, c'est une information que je connais malheureusement depuis vendredi en fin d'après-midi. Oui, Rachid a été mon maître parce que lorsque je suis arrivé à Saint-Etienne, j'avais 18 ans, j'étais un tout jeune garçon, je rêvais de devenir professionnel, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un footballeur professionnel. J'avais besoin d'un modèle et tout naturellement, quand j'ai vu Rachid avec le ballon, quand j'ai vu Rachid, la façon dont il se comportait, j'ai dit, c'est lui que je veux imiter, c'est comme lui que je veux jouer au football. Ça a donc été
mon maître le temps où j'ai pu m'entraîner avec lui, c'est-à-dire pendant 2 ans et demi, 2 saisons et demie. C'était un lien d'amitié, c'était le coéquipier parfait. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir particulier de feu Rachid Makhloufi, monsieur Larquet? C'était pas un lien d'amitié parce que j'étais tout gamin, Rachid était un monsieur. C'était un profond respect que j'avais pour Rachid parce qu'il se comportait merveilleusement bien avec les jeunes. Il n'avait pas tout à fait fini sa carrière. Nous avons été champions de France ensemble. Et puis avec Rachid, au début des entraînements, chaque séance d'entraînement commençait par un petit échauffement où nous étions par peu de 3. Et l'entraîneur, qui était à l'époque M. Sinella, qui avait tout simplement ramené Rachid de Genève vers Saint-Étienne après les accords d'Évian, M. Sinella mettait un cadre, en l'occurrence là le cadre c'était Rachid, c'était l'ancien, c'était le meneur, et puis un moins jeune, et en l'occurrence c'était Jacquet, et moi j'étais le petit dernier. Donc il y avait un cadre, un moins jeune et un tout jeune, un aspirant, un stagiaire, et donc on commençait par ça. Et à cette occasion, j'ai pu m'imprégner de tout ce que savait faire Rachid, qui a pour moi été un formidable exemple. Et après avoir fini votre carrière, passé de l'autre côté de la barrière et tout, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Rachid Makhloufi, je ne sais pas, durant des galas en France? Non, pas durant des galas, c'était pas trop notre style des galas, vous savez. Rachid, oui, je l'ai rencontré. La dernière fois que je l'ai rencontré, je quittais officiellement mon radio RMC, et puis il était chez son fils à Paris, et il y avait une petite soirée que la radio avait fait à mon honneur sur une péniche pas loin de la Tour Eiffel, et j'avais eu le privilège et l'honneur de voir Rachid arriver. Je ne vous cache pas que ça avait tiré chez moi quelques larmes parce que je voyais là quelqu'un qui avait énormément compté dans ma vie de footballeur, et il le savait parce que je n'avais pas honte de dire que il était mon maître, et que c'est lui, j'avais beaucoup appris avec lui en 2 ans et demi. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre intervention, monsieur Larquet. Merci d'avoir témoigné. On sentait beaucoup d'émotion dans la voix de monsieur Jean-Michel Larquet, qui était, comme on le disait, coéquipier de Rachid Makhloufi et qu'il appelait mon maître Abdelnour. Voilà une reconnaissance d'une icône aussi du football, Jean-Michel Larquet, qui n'est plus à présenter, qui appelle feu Rachid Makhloufi mon maître. Oui, de toute façon, moi je voulais en parler dans les 3 points, mais je vais devancer quand même. Vous savez, j'ai eu également l'immense honneur et privilège de l'avoir connu. Tout d'abord, en étant joueur, puisque j'étais très jeune, j'étais convoqué en équipe nationale à l'âge de 19 ans avec Omar Betouni, Hadfi Miloud, à l'époque où Lucien Leduc était entraîneur de l'équipe nationale. Et j'ai eu l'honneur de faire des stages avec lui quand il était joueur. Je me rappellerai toujours du fameux match Algérie-Tunisie en 1968 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, où j'étais remplaçant de l'ancien gardien de but de Thierry Crimo. Et quand on voyait Rachid Makhloufi, on voyait tout de suite une icône. Hein. Ça, c'était incontestable. Et puis moi, ce que j'avais apprécié à l'époque, bon, je le ferai, en étant jeune, on se mettait tous souvent de côté, mais on voyait un peu comment il s'entraînait. Il était pétri de classe. Et puis par la suite, je l'ai eu comme entraîneur au niveau de l'équipe nationale. J'avais de très très bonnes relations avec lui à l'époque. Et c'est un monsieur qui donnait, non seulement à travers le football, mais à travers la vie de tous les jours. Il était de conseils extraordinaires. Et puis il était également complice avec
son ami de toujours, qui est décédé également, Mohamed Soukan, qui faisait un duo extraordinaire au niveau de l'équipe nationale. Et j'ai eu cet honneur de vivre ces moments-là. Et je garderai toujours un souvenir extraordinaire de Rachid Allah Yarhamou. Coach Fouad, quand même avoir le témoignage d'une icône aussi du football en la personne de Jean-Michel Larquet, ça prouve quand même la valeur de feu Rachid Makhloufi. Après Jean-Michel Larquet, après de Nord, j'ai quelque chose dans ma tête en un seul mot, c'est la reconnaissance. Là. Après, ça c'est la marque aussi des grandes personnalités, que ce soit du monde du football ou dans un autre monde. La reconnaissance c'est important par rapport à tout ce qui se passe. Et si on reconnaît les qualités de quelqu'un, c'est que vraiment cette personne est exceptionnelle. Voilà, c'est une exception. Moi, je l'ai connu tout jeune, comme footballeur, comme coach surtout. Et voilà, on ne garde que de bons souvenirs de lui. Tout ce qu'on peut dire maintenant, Allah yarhamou yusali. Mohamed, ça rejoint ce que vous disiez juste avant qu'on ait Jean-Michel Larquet au téléphone, vous étiez en train de parler de Salif Keïta. Oui, Fatah. Il en qualifiait de la même manière. Exactement, mais je voulais dire, j'ai rajeuni de plusieurs années en entendant Jean-Michel Larquet ce soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez la fameuse qualification, la première qualification de l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde espagnole. C'était en octobre 82. Oui, en octobre 81, oui, à Constantine, face au Nigeria. Contre le Nigeria, ce jour-là, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'avoir accosté, même passé un bon temps d'une bonne soirée avec Jean-Michel Larquet et le regretté Thierry Roland, qui étaient les envoyés spéciaux de Antenne 2, à l'époque on les appelait France 2. Il n'a pas tari d'éloge. On a passé toute la soirée, il a parlé, Jean-Michel Larquet a parlé de Rachid Makhloufi vraiment comme un mythe. Et c'est là que j'ai mesuré, bien évidemment, comme le dit Fouad, on était déjà, on entendait Makhloufi, doublé Coupe Championnat, son départ en équipe nation, en équipe, la glorieuse équipe du FL, comment il est revenu après, il a joué pendant une année à la Servette de Genève. Je rappelle. Et puis une année après, Rocher à l'époque, il a été contacté pour revenir. Il m'a cité, même parlé à Rachid Makhloufi, qu'il avait craint le retour à Saint-Étienne après avoir tourné le dos. Oui, tout à fait. Mais finalement, il a été très bien accueilli. Ben, il a dit, j'avais le tract la veille, mais il est rentré au stade. Un petit geste technique, une balle aérienne, il fait un petit pas le retour, il a soulevé tout le stade. Tout à fait. Il m'a dit ça y est, c'est dans la poche. Rachid Makhloufi était resté le chouchou du stade Geoffroy Guichard. Exactement. Alors, et tout le monde, comme je le disais, tout le monde du football a réagi. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui a tweeté sur son compte Twitter X actuellement, il a parlé d'abord du joueur, de la qualité du joueur, tout ce qu'il connaissait sur le joueur, sur l'homme surtout. Il a présenté ses condoléances au football national, à la Fédération algérienne de football, à la famille surtout aussi de Rachid Makhloufi. Un autre joueur, une autre icône du football national qui a tenu, et c'est exclusif d'ailleurs grâce à notre ami Abdelnour Kawa, c'est exclusif pour Canal Algérie, Rabah Mustafa Madjer, qui a tenu avec beaucoup d'émotion à parler, à dire deux mots sur Rachid Makhloufi. On l'écoute. C'est une immense tristesse que j'ai appris le décès de notre cheikh Rachid Makhloufi. Allah yarhamou. C'est un père spirituel pour moi. Et c'est grâce à lui que j'ai obtenu ma première sélection en équipe nationale à l'âge de 18 ans. Je rends un vibrant hommage à ce grand monsieur, Moudjahid et entraîneur. Toutes mes condoléances à sa famille et la famille du football. Qu'il repose en paix. Presque aux larmes, Rabah Mustafa Madjer, Abdelnour, vous qui lui avez parlé juste avant d'avoir comment vous l'avez senti? Avec une très 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 grande émotion, il était vraiment abattu parce que il l'a dit lui-même. Sa première sélection, c'est lui qui l'avait appelé en équipe. À l'âge de 18 ans. 18 ans, c'était pas évident. Bon, par la suite, on connaît très bien le parcours de Madjer. Mais Rachid, Allah yarhamou, a fait beaucoup pour beaucoup de joueurs. Ici en Algérie, moi j'ai eu, en reparlant un peu de sa carrière, moi je me rappelle du dernier match qu'il avait fait à Saint-Étienne, c'était en Coupe de France en 66 contre Bordeaux.
Il avait marqué des deux buts qui ont permis la victoire de Saint-Étienne, 2-1, et il avait marqué un pénalty, un but magnifique, et il est sorti, il n'a même pas voulu assister à la remise du trophée, il est parti, puis il s'est retrouvé par la suite comme entraîneur-joueur au club de Bastia, et nous avons joué contre lui au Parc des Princes en 69 avec le Mouloudia, on les avait battus 6-3, et on avait discuté à l'époque, bon, d'abord, quand on discute avec Rachid, on sent tout de suite, il a une aura extraordinaire et une très forte personnalité. Et de toute façon, on va l'écouter. On va voir d'abord un hommage qui a été préparé par notre ami Adel Bokhames, un hommage à Rachid Makhloufi dans ce petit document. 3 mois à peine après avoir soufflé sa 88e bougie, Rachid Makhloufi tire sa révérence. Illustre footballeur algérien qui s'est distingué par un parcours unique dans l'histoire du sport roi. Pour beaucoup, il fait partie des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Tout au long de sa carrière, il a fait vibrer les férus du ballon rond en Europe, au Maghreb et en Afrique. Natif de Sétif en 1936, Rachid Makhloufi a fait ses premières armes lors des années sombres du colonialisme. Une carrière qu'il a débutée dans sa ville natale au sein de l'USMF Sétif, puis à l'USM Sétif, où il a attiré par son talent les dirigeants de l'AS Saint-Étienne qui l'ont recruté alors qu'il n'avait que 18 ans. Au moment où tout le monde lui prédisait une carrière exceptionnelle avec l'équipe de France, avec notamment une participation au Mondial 58 en Suède, il surprend, lui et beaucoup de ses compatriotes évoluant en Europe en rejoignant la Tunisie pour faire partie de la glorieuse équipe du FLN, le 11 de l'indépendance ou la Katiba sportive du FLN. Il sillonne le monde, lui et ses coéquipiers, pendant 4 ans, disputant plusieurs matchs dont le but essentiel était de populariser la lutte de libération nationale, un sacrifice pour lequel il restera à jamais respecté. Après l'indépendance de l'Algérie, il reprend son parcours de joueur professionnel jusqu'à 1968, avec à la clé plusieurs distinctions individuelles et collectives. En 1975 et 1978, il était parmi les architectes des médailles d'or des Jeux méditerranéens et des Jeux africains. En 1982, il a fait partie du staff technique de l'équipe algérienne au Mondial d'Espagne. Son rôle en tant que joueur, entraîneur et dirigeant ayant façonné le football algérien fera de lui un exemple et une source d'inspiration éternelle pour le sport et pour tous ceux qui luttent pour leur liberté. Alors, c'était l'hommage qui a été préparé et présenté par notre ami Adel Bokhames, un hommage à feu Rachid Makhloufi. Là, avant de donner la parole à mon invité et aux consultants journalistes et aux consultants, je voudrais vous faire passer un extrait. Alors, c'est inédit, c'est un extrait qui a été préparé, c'est un documentaire qui a été préparé par feu Abdelkader Hammani, c'est le père d'ailleurs de notre rédacteur en chef Mokhtar Hammani. C'est un extrait c'est un documentaire qui a été réalisé en 1975, tenez-vous bien, et c'était juste après les Jeux méditerranéens. Ami Abdelkader, Allah yarhamou, a préparé un documentaire sur le sport d'une manière générale, les Jeux méditerranéens, et il en a profité pour interviewer Feu Rachid Makhloufi. On va écouter, on va regarder cet extrait et on reviendra au débat. Prise agréable de ces Jeux méditerranéens, la deuxième médaille d'or remportée par l'équipe de football fut celle qui suscita le plus d'engouement populaire. Beaucoup plus que le résultat, ce fut surtout le style spectaculaire des joueurs algériens qui emballa le public. Il faut dire qu'on ne donnait pas beaucoup de chance à cette équipe qui avait jusque-là déçu ses plus chauds supporters. À l'origine de ce succès, incontestablement, l'entraîneur national Rachid Makhloufi, qui a su garder la passion du beau jeu tel qu'il était pratiqué à son époque de joueur. Vous avez obtenu l'Oscar des Oscars, qui est un titre extrêmement recherché et très difficile à décrocher. Vous avez, dans votre longue carrière, je pense, été beaucoup admiré. Est-ce qu'à quelques moments de votre carrière, vous-même, vous n'avez pas eu l'occasion d'admirer un joueur particulier? Bien sûr,
surtout pendant notre période, il y a quelques années, il y avait de très grands joueurs. Je prends pour exemple un Di Stefano, un Puskás, un Kopa, un Piantoni, un Yachine, un Pelé. C'était des génies du football, c'était des garçons qui non seulement jouaient bien au football, mais ils donnaient l'exemple sur le terrain. Et je ne peux pas dire qu'un de ces garçons ait été sorti par l'arbitre pendant un match. Donc il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le jeu. Il y a quand même l'exemple que tous ces joueurs, ces grands joueurs, ont donné à la jeunesse. Et je pense que pour ma part, on a essayé. Enfin, j'ai essayé d'être toujours, disons, un exemple, essayer toujours de ne pas répondre aux coups, de donner le maximum de moi-même pour que nos jeunes Algériens comprennent qu'il n'y a pas que disons, la technique, le savoir-faire sur le terrain, il y a aussi le savoir-faire en dehors du terrain, avec les gens, avec les arbitres, le contact humain qui est très important. Et ça, c'est, disons, c'est un peu une de mes fiertés. On ne peut pas copier un football. L'allemand a sa morphologie, le russe a sa morphologie, le brésilien a sa morphologie, l'algérien a sa morphologie. Donc nous sommes, disons, des latins, nous sommes des méditerranéens, donc on ne peut pas jouer comme des gens, des slaves ou des pays nordiques. Donc nous avons choisi ce style de jeu selon notre morphologie, selon notre, disons, façon de faire, façon de vivre. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce style de jeu qui est fait de passes, de déviations, de malice, de tout l'enchaînement que le football demande, c'est-à-dire cette vivacité et ce jeu plaisant. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons, disons, tracé la ligne pour notre football. Au début, quand on m'a posé la question, est-ce que vous allez vous occuper uniquement de l'équipe nationale, j'ai dit non. Si c'est uniquement pour travailler sur 20 garçons, ce n'est pas, disons, le but recherché, au contraire. Voilà, très très bel extrait de ce documentaire réalisé, comme je l'avais dit, par feu Abdelkader Hamani, Allah yarhamou. Quand j'ai vu, vous étiez très attentif à ce qu'il disait, et on sent non seulement la connaissance, mais la sagesse du monsieur. Bah, ce qu'il a transmis. Ça fait des années qu'il a transmis des mots pareils. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à écouter les anciens, à écouter les gens sages. C'est dans les mots sages qu'on peut progresser. On ne peut pas progresser avec des mots qui appellent à la violence, qui appellent à la destruction, qui appellent à la désunion. Ça, c'est des icônes. C'est des icônes qu'on devrait écouter tout le temps. Et là, on a eu l'occasion de revoir cet extrait. J'ai enregistré pas mal de choses. Et aussi, on a eu le plaisir de revoir Abdelnour en tant que joueur. Donc, il y avait un passage où Abdelnour était là. Et aussi, j'ai vu avec émotion aussi un passage de Feu Milou Dhetfi, Allah yarhamou Salih, qui était un exemple pour moi comme footballeur, comme personne, donc Allah yarhamou Jmaï, Inch'Allah. Voilà, et Damar, c'était un visionnaire. En plus de toutes les qualités, c'était un visionnaire. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est de parler de la morphologie, du morphotype de chaque joueur. Le russe, l'européen, et nous, on est latin. Il a bien précisé sur le plan footballistique, bien sûr. Et ça, on sent quand même la grandeur du gars. Oui, c'est connu. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs, vous vous rappelez, à la morphologie du football algérien, les Draoui, les Bachi, comment il s'appelle, Draoui, Batrouni, des petits rappelots médicalisés, c'est ce qu'on appelait à l'époque d'ailleurs Naïm, le football à l'algérienne.
c'est-à-dire technique assez technique avec des déviations. Pour revenir à Rachid Makhloufi, c'était un monument du football. On avait du plaisir à écouter, à boire ses paroles, c'est le cas de le dire. Mais ce que je retiens aussi de Rachid Makhloufi, c'est qu'il avait son côté humoristique. Pour les gens qui l'ont approché, il avait toujours une petite plaisanterie, il était très très fin et on appréciait ce côté jovial de tonton Rachid Larahmo. Abdelnour, vous avez participé, vous étiez présent sur ce documentaire, sur ce reportage. C'était en pleine préparation. C'était en 75, et on préparait les éliminatoires de la Coupe du Monde à l'époque. Et avec Rachid Larahmo, c'était la première fois que l'Algérie passait le premier tour éliminatoire. On n'avait jamais réussi à passer la phase. Donc en plus des Jeux méditerranéens et des Jeux africains, c'est la première fois c'était avec lui. contre la Libye, oui, on les avait battus 1-0 au 5 juillet, puis on avait fait match nul 0-0 en Libye, et c'était la première fois que l'Algérie passait ce premier tour. Malheureusement, on avait été éliminé par la suite par la Tunisie, on avait perdu 2-0 à Tunis, et puis on avait match nul 1-1 ici à Alger. Voilà. Donc voilà, Allah yarhamou wa yusa'alih, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a fait le tour de ce malheureux événement, le décès de feu Rachid Makhloufi. On passe à un autre sujet, à une autre rubrique, mais on commencera d'abord par les 3 points de Kawa après ça. Il y a un point de vue, ça. Alors Abdelnour, on allait parler, vous aviez préparé, vous vous êtes préparé plutôt à parler de Rachid Makhloufi, on a fait le tour. Qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine? Tout d'abord la bonne santé qu'est en train de montrer le MCO. Est-ce que c'est la renaissance de la grande équipe du MCO? Je pense que depuis quelques années, on avait toujours vu un début de saison catastrophique pour le MCO, puis à chaque saison, ils arrivaient tout juste à éviter la relégation. Ils caressaient la rétrogradation. Là, on est en train de voir qu'ils sont en bonne santé. Moi, j'espère qu'ils vont continuer de la sorte, pour pouvoir être parmi les meilleures équipes du championnat. Le deuxième point, c'est un peu la stérilité offensive du Mouloudia. Là, sur les 3 matchs nuls, surtout à domicile, où l'attaque, les attaquants est muet. Donc ça pose un vrai problème. À l'époque, si on fait la comparaison par rapport à la saison passée, là nous sommes au 7e match, au 8e match. On a marqué 4 buts. La saison passée, à 8e match, je crois qu'on avait marqué 12 ou 14 buts. Donc ça fait une différence énorme. Donc il y a un problème énorme, un problème offensif. J'espère qu'ils vont pouvoir le régler. Et le tout dernier point. Et ensuite, on se demandait comment allait réagir le CRB, parce qu'ils étaient pratiquement au bord de la crise, puisque l'entraîneur a été limogé, on ramène Amrani, ça grinçait toujours. Et c'est une victoire très importante qu'a eu le CRB. À Mostaganem, qui avait battu Akbou à domicile. Non seulement ça, mais ils évitent la crise. Moi, je pense qu'ils ont évité la crise en battant Mostaganem. Et j'espère que ça va être qu'ils vont reprendre le chemin des victoires, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur première victoire depuis le début de saison. C'est la première victoire. Voilà, c'était les 3 points de Abdelnour Kawa. Il en avait 4, mais on avait déjà parlé, il avait longuement parlé de feu Rachid Makhloufi. On passe à l'équipe nationale et son regroupement après ça. Voilà, c'est le 5e regroupement sous l'ère Vladimir Petkovic. C'est pour les 2 derniers matchs des éliminatoires face à la Guinée équatoriale et ensuite face au Liberia à Annaba la semaine d'après. Vladimir Petkovic a convoqué 26 joueurs. On va voir la liste des joueurs. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a vu. Je commencerai par vous, Mohamed Haouchine. Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur cette liste-là? Écoutez, je remarque d'abord que plusieurs joueurs locaux ont été omis pour cette fois-ci. Je parlais par exemple des 2 joueurs de l'USM Alger, Douané et Bonbout.
n'est-ce pas? Le retour de Chaibi, ça m'a fait vraiment plaisir aussi sur ce plan-là. Et je vous dirais que Petkovic était hier au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou pour assister au match JS Kabylie USM Alger, dans la mesure où l'équipe nationale va évoluer pour la première fois à Tizi Ouzou la semaine prochaine, le 17, contre le Libéria. Donc il est venu un peu superviser et je pense qu'il a été satisfait dans la mesure où il a vu le seul international, c'est Medani, le défenseur central de la JS Kabylie, qui a fait un très beau match hier. Voilà, coach, assez équilibré, assez logique les noms que vous retrouvez sur la liste? Je pense, comme on est qualifié, donc on peut se permettre de nouveaux noms. Comme ça, je pense qu'il va les mettre et voir de quoi ils sont capables. Parce que l'équipe nationale, c'est pas le club, c'est quelques matchs pendant toute une saison. Et là, chaque joueur est obligé de se donner à fond pour qu'il puisse avoir sa place pour éventuellement la Coupe d'Afrique. Je pense aussi qu'il va y avoir des joueurs qui vont commencer, alors qu'avant ils n'avaient jamais commencé le match. Et par la suite, ce serait une bonne idée aussi de voir nos jeunes capés, surtout les jeunes qui arrivent en équipe nationale, de quoi ils sont capables, et ce sera une bonne chose pour le football et pour l'équipe nationale. Benoît, assez logique par rapport à tout ce que dit à chaque fois d'ailleurs Vladimir Petkovic, imperturbable. Lui, il a un groupe avec lequel il travaille, il peut l'élargir un petit peu, le noyau est toujours le même. Et il est en train de préparer la Coupe d'Afrique. Bon, ça c'est déjà acquis, et aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Moi, en voyant un peu l'effectif qui a été convoqué pour cette double confrontation, bon, on retrouve pratiquement toujours la même ossature. Hein, donc maintenant le problème, est-ce qu'il va pouvoir, Fouad en a parlé, est-ce qu'il va pouvoir tester certains nouveaux joueurs pour voir quel va être le rendement? Moi je pense que l'objectif qu'il a actuellement, bon, le fait d'être qualifié n'est pas une fin en soi. Hein. Donc moi je pense qu'il va jouer ces deux matchs-là pour essayer de remporter les 6 points. Hein. C'est clair. C'est clair. Maintenant, l'avenir, moi je pense qu'il est en train de ratisser un peu large quand on voit un peu les joueurs qu'il a, même s'ils n'ont pas été appelés, mais les joueurs qu'il a pu découvrir. Je pense qu'on va aller vers un remaniement de l'équipe au fur et à mesure. Bon, mais c'est peut-être un peu trop tôt, parce que bon, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent, mais d'ici, nous sommes en fin 2024, il reste pratiquement une année où il va falloir trouver l'équipe type pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde. Hein. Eh bien, Abdenoul, Vladimir Petkovic va vous répondre. Il va répondre à 3 questions. D'abord, on va voir 3 volets de sa conférence de presse. D'abord, il parle dans sa première déclaration de l'importance de ces deux matchs face à la Guinée équatoriale et face au Libéria. On écoute Petkovic. Ce qui est essentiel, c'est que dans nos groupes, on puisse se connaître encore plus et qu'on puisse se développer ensemble. Et d'autres fois, la mathématique, les résultats aident le processus. Et avoir un processus de résultats positifs va nous aider aussi pour le mois de mars et pour les autres matchs. Pour les joueurs aussi, c'est essentiel de penser qu'ils doivent confirmer les positions qu'ils ont à l'intérieur du groupe, les acquérir ou progresser encore à l'intérieur du groupe pour le futur. Contrairement à ce que peuvent penser certains, même ces 2 matchs ont leur importance pour lui, coach. Oui, c'est se donner de la confiance. En fait, le football, la gagne, elle est importante. À un certain niveau, nous sommes une équipe nationale qui a sa place sur le continent et aussi ailleurs. Donc gagner, ça donne de la confiance, mais aussi si on gagne les 2 matchs, ça veut dire qu'il y a de la qualité, même avec les nouveaux joueurs. Très bien. Alors, deuxième déclaration, c'est le choix des joueurs et le retour de Chaibi. On écoute Petkovic. Première chose, je n'ai pas d'obligation, je ne sens aucune pression. Pour la liste, je me base tout le temps sur la compatibilité à l'intérieur du groupe. Il était déjà avec nous le mois de mars, il a fait un processus pendant ces mois. C'est vrai que pour l'instant il ne joue pas beaucoup, mais c'est un joueur jeune avec lequel on peut penser pour le futur. Ça fait partie aussi du processus de développement du joueur et de l'équipe.
Et comme j'ai déjà démontré, et je l'ai fait et je vais encore le faire, quand il y a des joueurs qui sont en difficulté, je fais tout pour les aider. Voilà, Mohamed Haouchin, il a parlé de l'effectif, il a parlé des joueurs, il a parlé surtout du retour de Chaibi. Il a bien précisé, moi, quand des joueurs sont en difficulté, parler de Chaibi dans son club où il ne participait pas beaucoup ces derniers temps. Là, il a dit, je suis là à tendre la main, tout en précisant que Chaibi est un joueur d'avenir. J'ai beaucoup apprécié la façon dont il a abordé ce sujet Chaibi. On sent d'ailleurs, moi ce qui fait plaisir chez M. Petkovic, c'est qu'on sent qu'il est dans la peau d'un entraîneur serein, qui sait où il va, qui est convaincu de sa tâche, imperturbable, de ses objectifs. On l'a mitraillé un certain temps, il faut le dire, concernant l'affaire Chaibi. Ouais. On l'a descendu en flamme. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. On en a fait tout un dossier, tout un feuilleton, alors qu'on n'était pas... Ça prouve, comme le dit Fouad, qu'il avait une très grande vision, une large revue d'effectifs. Et là, il l'a convoqué le plus normalement du monde, alors qu'à l'époque, on avait spéculé l'Eintracht de Francfort, le coach de Francfort qui se rebelle, qui va contredire, etc. On a vu ce soir, Chaibi d'ailleurs, qui était remplaçant contre l'équipe de Stuttgart. Stuttgart, l'équipe a gagné 3-2 à l'extérieur. Et c'est bon en tous les cas. C'est un Algérien qui est fier de porter les couleurs. Je pense que c'est le critère number one pour tout Algérien désireux de vêtir le maillot national. Dernier passage de la conférence de presse où le coach national Vladimir Petkovic parle du premier adversaire, cette équipe de Guinée équatoriale. Équipe très compétitive qui est très bien placée sur le terrain. On a joué à Oran, on a bien fait, on a bien joué le coup en faisant de façon qu'ils ne puissent pas bâtir le jeu qu'ils sont capables de faire. Je m'attends qu'ils vont jouer plus ou moins la même façon qu'ils ont joué les premiers matchs. Ils vont peut-être changer un petit peu au milieu de terrain à l'attaque, comme ils ont déjà cherché de faire pendant les derniers matchs. C'est une équipe qui a clairement une bonne agressivité et c'est une équipe qui va tout faire chez eux pour nous empêcher de gagner le match. C'est à nous de démontrer la valeur de l'équipe et de faire tout pour gagner le match aussi à Malabo. La tête sur les épaules, Vladimir Petkovic, il le reconnaît, c'est une équipe combative, très combative, qui joue du beau football, qui ne lâche rien du tout. Il a eu la première expérience à Oran, Abdelnour. Oui, mais maintenant, de toute façon, quand il est arrivé en Algérie, il ne connaissait pas un peu le football africain. Maintenant, il est en train de le découvrir. En parlant de la Guinée équatoriale, on sait très bien que ce n'est pas une équipe qui est facile à jouer. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il nous avait battus en Coupe d'Afrique en 2022 au Cameroun. Et ça a toujours été des matchs très très étriqués. Maintenant, en écoutant l'entraîneur national, on sait très bien où il veut aller. Il a cet effectif devant lui. Pour lui, c'est la gagne, hein. C'est pas autre chose. Il joue tous les matchs pour les gagner. Mais comme tout entraîneur, d'ailleurs. Hein. Oui, je veux dire, on ne dépressurise pas parce qu'on est qualifié. Absolument, absolument. C'est une compétition, il faut se donner à fond jusqu'au dernier match. Donc il nous reste encore 2 matchs. On est bien qu'on soit qualifié, on va se dire tiens, on ne va pas aller la fleur au fusil pour... Non, on va essayer d'essayer de les remporter. Et je pense qu'il est conscient un peu de la difficulté du match qui va nous opposer. Parce que la Guinée joue sa qualification aussi. Absolument, absolument. Voilà, très bien. Donc c'est ainsi qu'on clôt le sujet de l'équipe nationale et on passe à la Ligue 1 après ceci. Voilà, la Ligue 1 qui a atteint sa 8e journée. Tous les matchs se sont joués. Elle s'est étalée sur 3 jours. Ça a commencé d'abord le jeudi par le match du Mouloudia d'Oran face à l'Entente de Sétif. Ensuite, il y a eu 3 matchs le vendredi. Et enfin, le samedi, 4 matchs. On commencera d'abord par le match qui a opposé le Mouloudia d'Oran à l'Entente de Sétif. Et c'est un sujet qui a été préparé par Sarah Derbel. Ce match entre ces 2 grands clubs n'a pas seulement eu lieu sur le terrain. Marqué par une ambiance extraordinaire dans les gradins, les supporters de l'Aigle Noir et les Hamarawa ont transformé les tribunes du stade Miloud Hedji d'Oran en un véritable spectacle de couleurs.
Le MCO avec l'ambition d'enchaîner les bons résultats. L'Entente, qui cherche toujours ses repères, veut confirmer après la victoire devant l'AS Schleff. Coup d'envoi d'un duel intéressant. Les deux équipes très déterminées. Et c'est les locaux qui commencent à créer le danger par le biais de Haribi Karim après cette erreur du portier sétifien. Quelques minutes plus tard, Moulay obtient un penalty pour les blancs et noirs. La VAR en décide autrement et l'arbitre annule sa décision. Les deux équipes continuent à créer d'autres occasions, mais sans parvenir à débloquer la situation. Fin de cette première période sur un score de 0 partout. En deuxième mi-temps, la physionomie du match n'a pas changé, du moins pendant les 10 premières minutes, avant de voir Juba ouvrir la marque pour les Hamarawa, après une magnifique reprise. Et bien évidemment, cette belle ambiance en rouge et blanc. Le mérite revient certainement à Eric Schell, qui a su imposer une certaine discipline tactique depuis qu'il se trouve sur le banc oranais. Cette rencontre s'achève donc sur un score d'1-0 en faveur du MCO, qui se retrouve en position de dauphin après avoir enregistré sa 4e victoire de la saison. L'Aigle Noir devra se ressaisir lors des prochaines journées pour tenter peut-être de réaliser un premier succès hors de ses bases. Le Mouloudia d'Oran qui enchaîne une 4e victoire, coach le Mouloudia, qui revient de loin. Oui, Mouloudia c'est un grand club d'Algérie, il faut le dire aussi. Donc ils avaient besoin de revenir et ils reviennent très fort, mais aussi ils reviennent dans un beau stade. Donc ils sont en train de prouver le Mouloudia, c'est une équipe joueuse. Ça n'a jamais été une équipe qui balance des ballons à droite, à gauche ou là de haut en bas. Les supporters du Mouloudia connaissent bien le football depuis tout le temps. Et là, j'espère qu'ils vont progresser dans ce sens. Et aussi, je pense que ça sera la surprise de ce championnat. Je pense que le Mouloudia a fait... J'allais arriver justement. Vous aviez commenté le match. C'est pas le seul match que vous avez commenté du Mouloudia. Vous l'avez suivi cette saison. Pensez que l'arrivée d'Eric Schell a changé beaucoup de choses? Oui, beaucoup. Le franco-malien, c'est un meneur d'hommes. Il a su inculquer la grinta, il a su inculquer une certaine personnalité au Mouloudia d'Oran. Une équipe du Mouloudia qui a fait un très bon recrutement cet été, il faut le dire. Le petit Agueb, il est petit de taille mais grand de talent, c'est lui qui a marqué un superbe but. C'était la pépite de Ben Aknoul à l'époque. Il est passé par la JSK. Je me demande aujourd'hui comment les dirigeants de la JSK à l'époque l'ont libéré. Il est parti à l'Havash, puis à l'AS Schleff, et cette année il explose. Il y a une belle recrue aussi. C'est le jeune Ma'ammar Chaouch qui vient de Stockholm. Il est né en Suède, s'il vous plaît. Très très bon joueur. Il a marqué un but décisif contre la GS Kabylie dernièrement. Il a fait un superbe match encore jeudi soir contre Sétif. Je peux vous dire que sur ce plan-là, je pense que le Mouloudia d'Oran, comme l'a dit Fouad, est vraiment sur les rails pour retrouver son histoire d'antan. Et c'est ce que vous avez dit sur vos 3 points, Abdellah. Tout à fait. Mais on le sent de toutes les façons. Hein. Il y a eu des difficultés au départ. Et là, comme vous l'avez dit depuis l'arrivée d'Eric Schell, on sent qu'il y a quand même si tout n'est pas parfait, même au niveau de l'organisation de jeu, au niveau du schéma de jeu et tout, mais on sent qu'il y a une envie. Et cette envie donne ses résultats positifs. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir se maintenir, essayer d'aller encore plus se classer dans une place plus honorable et pourquoi pas jouer le podium. Pour la petite histoire, il s'appelle Eric Sekou Schell. Oui. J'aime bien ces prénoms africains, Sekou. On passe au 2e match, et c'est celui qui concerne notre invité, et qui était l'invité, le visiteur chez l'ASO. Donc l'ASO qui a reçu le MCL Bayed, un sujet préparé par notre ami Mohamed Ramzi. Il fallait attendre la 8e journée pour voir les Shelfawa gagner leur premier match, face à une équipe d'Al Bayed qui n'a pas fait le poids. Les protégés de Samir Zawi domineront cette rencontre, où le Togolais Agbanio se procure la première occasion, mais le ballon heurte le menton droit. Farhi, en métronome, s'essayera lui aussi d'un tir à ras de terre à la limite de la surface. Mais Salhi capte facilement le ballon.
Alili reprend de la tête, mais son ballon heurte la transversale aux grandes dames de ses partenaires. Dominateurs, les Chelfi parviendront à ouvrir la marque à la 72e minute, suite à la faute de Salhi sur Bounoua dans la surface de réparation. Agbanio s'exécute et prend contre-pied Salhi. Très en jambes, Farhi sert remarquablement Agbanio. Ce dernier centre, idéalement placé, Benchouya n'a qu'à accompagner du plat du pied. Le break est fait pour l'ASO à la 84e minute, qui enregistre leur première victoire dans cette Ligue 1 Mobilis et qui leur permet de sortir pour le moment de la zone rouge. L'ASO qui remporte ses 3 premiers points. Au début du commentaire, Mohamed Ramzi a dit des joueurs de l'équipe d'Al-Bayed qui n'a pas fait le pas. Vous êtes d'accord avec cette description, coach? Non, pas du tout, parce que la première mi-temps, je pense qu'on a eu 5 ou 6 occasions de but net. Et quand on joue à l'extérieur et quand on joue contre une équipe qui avait mal, l'équipe de Schleff n'avait pas gagné, donc on a laissé passer notre chance. Et à la mi-temps, ils ont profité de notre désorganisation défensive. On n'était pas bon du tout. Et il y a eu le pénalty qui était juste. Et aussi sur une autre bévue, sur le côté, il y a eu le deuxième but et on n'a pas pu réagir, quoi. Les buts, c'était à la fin du match. Et quand on n'arrive pas à réagir, c'est que vraiment, on était à côté de la plaque, surtout en deuxième mi-temps. Et pourquoi justement? Parce que finalement, il y a des vertes et des pas mûres avec votre équipe. On a vu des matchs références. On revient toujours au match face au CR Belouizdad, au stade du 5 juillet. Et tout de suite après, avec une équipe, bon, entre guillemets, pas aussi performante que le CRB, c'est pas un ténor comme le CRB, même si Schleff est une grande équipe et c'est une très bonne école aussi. Mais on n'a pas vu la belle équipe, comme je l'appelle à chaque fois, la belle équipe du MC Al-Bayed développer son jeu. Tout simplement, il y a une explication. Depuis le début, d'abord, il y a une mauvaise préparation. Notre préparation a duré 20 jours. Donc, c'est anti-foot, c'est anti-préparation. Et après, donc, il n'y a pas une stabilité au niveau de l'effectif. Chaque match, il y a 2 ou 3 qui sortent de la liste, il y a d'autres qui arrivent. Et dans le football, s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de progression. On fait avec parce que c'est une période très dure pour nous. Donc il faut rester sage, bien gérer la situation en attendant le retour des blessés. Ils sont au nombre de 10. Des joueurs qui ont été... C'est une équipe, quoi. Voilà, c'est toute une équipe. Des joueurs qui ont été recrutés, blessés dès le départ. Voilà, donc soit on est patient, on va attendre. On va essayer aussi de travailler pour aussi... maintenir une petite cadence, mais aussi il faut le dire, on n'a pas eu de chance par rapport au calendrier. Donc, sur les 8 matchs, on joue 3 matchs à domicile et on joue 5 matchs à l'extérieur. Vous avez fait un périple, hein? Voilà, avec 2 matchs de plus chez nous, on aurait peut-être gagné et on serait premier aujourd'hui. Malheureusement, on n'est pas premier. Les difficultés justement qu'on rencontre le Bayed, peut-être ça, voilà. Quand ils se déplacent, s'ils se déplacent la semaine d'après, il est obligé d'attendre. L'équipe qui se déplace, elle se déplace qu'une seule fois chez eux. Ouais. Mais eux, ils ont 15 déplacements. Oui, c'est des périples. Absolument, et c'est des périples, évidemment. Voilà, on passe au match suivant. C'est celui qui a opposé le vendredi le Parado Athletic Club sous la houlette de son nouveau coach Bilal Ziri dans ce deuxième match à l'USM Khenchla, et c'est un résumé de notre ami Riyad Belkhadim. Match en jeu, le Paradou qui doit absolument gagner. C'est parti pour ce match entre les Pakistes et l'équipe Chaoui de l'USM Khenchla. Et cette fois-ci, côté gauche, avec le centre au premier poteau, peut-être l'ouverture du score. Oh, l'arrêt, superbe signé Khderia. Il fallait sortir un arrêt de grande classe pour sortir ce ballon. Grosse occasion. Superbe ce réflexe, cette parade réflexe. C'est pas un arrêt, c'est une parade. La frappe qui va être déclenchée directement dans la cage. Et la parade, encore une fois, de Khderia. Certainement peut-être premier poteau. Voilà, c'est fait, la tête. Oh, la haute tête et l'ouverture du score. Cette frappe décroisée. Superbe action. Et ce ballon premier poteau qui a été dévié. Et cette fois-ci, Khderia n'y peut rien. À la 25e minute de jeu. L'ouverture du score pour le PAC. Il n'y a pas de hors-jeu, le drapeau n'est pas levé.
Le centre au second poteau, le deuxième but. Oh, superbe quelle action exceptionnelle. Mais c'était hors-jeu. Et c'est le deuxième but. Je vous l'avais dit, les deux joueurs en haut couvraient Tartaha. Et ça fait 2-0. Khenchla avait l'occasion un petit peu de s'approcher de la tête du classement. Avec Boulbina qui contrôle, il va tenter le crochet, attention peut-être le troisième but. Et la frappe enveloppée, oh quel but! Un magnifique ce chef-d'œuvre signé Kouhili. Le ballon qui va atterrir dans l'intérieur du pied droit de l'attaquant du Paradou qui va le caresser légèrement et va chercher la lucarne opposée, loin du gardien Khdelia qui ne peut rien faire. On revoit sur ce replay Boulbina qui transmet dans l'intervalle le ballon qui va revenir dans les pieds de Kouhili qui enveloppe tranquillement la vista de l'attaquant du Paradou. Et cette équipe du PAC avec ce doublé de Kouhili, on revoit superbe cette passe dans l'intervalle et Boulbina au second poteau qui a aspiré ce ballon. Le centre il est de Cassis. Et Boulbina, superbe cette action, vraiment du football d'école. Bien dosé ce ballon pour Boulbina qui marque le 4e but pour le Paradou. C'est une véritable correction qui est en train de subir cette équipe de Khenchla avec à la 79e ou 80e Boulbina qui marque son 6e but du championnat. Voilà, c'était un résumé de ce beau match présenté par notre ami Riyad Belkhadim. Le Paradou Athletic Club Mohamed Haouchine en roue libre, 4 jolis buts, une équipe académique. L'USM Khenchla n'a pas pesé devant. Une victoire éclatante de cette équipe du Paradou qui est capable du meilleur comme du pire, mais beaucoup plus du meilleur, dans la mesure où on connaît la qualité de cette véritable académie de football où se fait un travail de formation adéquat. Puis en face, ce qui m'inquiète, c'est la déchéance de l'USM Khenchla qui cette année est en train de traverser des moments très difficiles. Actuellement, ils sont sans entraîneur, Abdelnour, depuis le départ du Tunisien. Ouais. L'entraîneur, on a parlé à un certain moment de Cherif Hadjar, ensuite la direction de l'US Mostaganem qui a démenti comme quoi Cherif Hadjar restera entraîneur de l'US Mostaganem. Maintenant, c'est l'équipe de l'USM Khenchla qui est en train de... Mais ça n'explique pas le fait qu'il n'y ait pas d'entraîneur pour ce match-là. Moi, je pense que c'est dans la continuité des mauvais résultats qu'ils sont en train d'aligner depuis le début de saison. On avait les 2 saisons précédentes, on avait vu Khenchla qui avait fait des saisons extraordinaires. Et cette année, je crois que pourtant, ils ont recruté des joueurs. Aujourd'hui, des joueurs du Mouloudia, déjà 3 joueurs du Mouloudia. Aujourd'hui, ils ont une société qui les prend en charge, ils ont des sponsors. Donc ce n'est pas le Khenchla de la saison passée ou des 2 saisons quand notre ami Nabil Nerez les avait pris. Aujourd'hui, ils sont bien structurés. Maintenant, il faut que cette équipe puisse... non seulement, vous parlez d'un entraîneur. C'est vrai que l'entraîneur a un rôle à jouer. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu l'entraîneur pendant la semaine qu'on va faire un match. Là, il y a une domination totale du Paradou. Pendant 90 minutes, on avait pratiquement une seule équipe jouée. À sens unique. Je vous ai entendu parler, coach, pendant le match. Très plaisant. Oui, vous avez adoré le 3e but déjà. J'aime bien, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui tente tout ce qu'elle veut. Après, bien sûr, il y a des... Ils se donnent du plaisir, les jeunes. Voilà, c'est comme je le dis à mes joueurs, enjoy. Enjoy your game, ça c'est important. Il faut aimer le football, il faut le jouer, il faut pas calculer, voilà. Malheureusement, les joueurs, ils sont plus stressés à ne pas perdre que de bien jouer et essayer de gagner. Voilà. Et durant ce match d'ailleurs, on va vous passer des séquences web préparées par notre ami Sami Achichou, des séquences de web, des choses que vous n'avez pas vues lors du direct.
séquence web. Vous pouvez voir une séquence un petit peu plus longue sur notre site web préparé par notre ami Samir Achichou. On passe à un autre match et c'est celui qui s'est joué entre le CS Constantine et l'Olympique d'Erbou. Un match commenté et résumé par Radouane Bendali. Olympique Akbou et qui avait failli tromper Bouhel Faye. Attention à cette action et c'est le but, non, la part transversale et le but finalement. Le but finalement qui a été inscrit par Omoyele et je le disais tout à l'heure, pas de but, mais j'avais parlé trop vite. Puisque dès la reprise, 46e minute de jeu, Omoyele qui ouvre la marque pour cette équipe du CS Constantine après un ballon qui s'est écrasé sur la transversale et Omoyele était là à point nommé pour mettre le ballon au fond des filets. Ce ballon qui avait été mis sur la transversale, voilà, et par Belhoussini, il me semble, qui avait mis la balle sur la transversale et le ballon qui revient dans les pieds de Omoyele. Attention, que dit l'arbitre? Il avait peut-être... Ah, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but pour le CS Constantine. Le deuxième but qui vient d'être inscrit au moment où tout le monde s'attendait à ce que l'Olympique Akbou revienne à la marque et inscrit par qui? Bien évidemment par lui, c'est toujours lui, Brahim Dib, qui a repris cette balle comme il fallait, alors que du côté d'Akbou on réclame une position d'hors-jeu après le but de son équipe, le deuxième, inscrit à la 75e. Je rectifie la minute, 75e minute, puisqu'il y avait, c'était au moment de la VAR. Sur le côté gauche, Adrar, oh là, que dit l'arbitre? Oh là, non. Et l'arbitre dit qu'il n'y a rien. L'arbitre dit qu'il n'y a rien et qui demande aux joueurs de ne pas l'entourer, de partir. Et il va peut-être consulter la VAR. Il va peut-être consulter la VAR, voilà, il met son doigt à l'oreille, ça veut dire qu'il va consulter la VAR. Là, il y a l'arbitre qui va certainement consulter la VAR sur cette action. Monsieur Arwina revient. Il va accorder le pénalty, il me semble. Et M. Arwina qui accorde le pénalty. Bouhel Faye sur la ligne. Et contre-pied parfait. Ça a été bien transformé par Askar. Il me semble que c'est Askar. Askar, Abdelhak Askar, c'est lui qui a transformé le pénalty. Et donc voilà, donc le CS Constantine qui prend la tête du classement tout seul après cette victoire. Allez, on va dire que c'est mérité, le CS Constantine depuis le début et durant ce match ils récupèrent leur public, ce qui les a un petit peu plus boostés et galvanisés aussi. Tout à fait, bon, ils ont joué quand même contre une équipe qui est également joueuse, hein. On a vu Akbou depuis le début de saison, c'est une équipe qui a un jeu plaisant, qui ouvre pratiquement le jeu, et le CSC c'est la même chose, on n'a pas vu un CSC quand on est derrière. Le CSC a toujours eu pour habitude de développer un football carrément ouvert, et là, bon, la victoire en quelque sorte est méritée, parce que non seulement ils ont joué à domicile, comme vous l'avez dit, puis avec les supporters, le retour des supporters depuis le début de saison, hein, parce que depuis le début de saison, ils avaient joué à domicile. Ils étaient sous le coup d'une suspension. Ouais. Mais je pense qu'ils ne déméritent pas, là, ils sont premiers, c'est pas par hasard. Ils font un bon début de saison. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de saison, sur ce même rythme? Ça, l'avenir nous dira.
On passe au match suivant, c'est celui qui a opposé la JS Saoura au NC Magara. On va voir les images et le coach va un petit peu nous commenter les images de ce match. La JS Saoura qui a battu le NC Magara. C'est une équipe que vous connaissez, Saoura, vous avez fini la saison avec. Oui, une bonne équipe. Il y a de bons joueurs et en plus, il faut le dire, Saoura, ils sont habitués à jouer les premiers rôles depuis déjà quelques années. L'année passée, il y a eu des difficultés, donc un maintien plus ou moins rude. Avec des changements administratifs et tout, exactement. Donc ça a été difficile. D'ailleurs, justement, vous l'avez pris en fin de saison, vous? Oui, moi je suis arrivé donc 3 mois avant la fin du championnat. Donc on est joué avec la relégation aussi. Pour un sauvetage. Pour un sauvetage, voilà. Et après, il y a de bons joueurs. Il y a de bons joueurs qui sont partis déjà, comme Khalif, qui est parti au Mouloudia d'Alger. Un excellent joueur. Il y a d'autres qui sont là. Il y a Saad aussi qui est parti à Biskra, c'est un bon joueur. C'est le meilleur joueur de l'US Biskra actuellement. Et là, il y a aussi d'autres. Il y a Ryan, il y a beaucoup de bons joueurs. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de sérénité. Et je pense qu'ils ont un groupe pour jouer à l'aise. Donc disons la première partie du tableau. La première partie du tableau, vous voulez dire carrément les 6 premières places, allez. Voilà, ils ont ce qu'il faut pour atteindre, voilà, Inch'Allah, la 6e ou la 5e place. Voilà. Mohamed, l'équipe de Saoura nous a habitués à mieux ces derniers temps. Enfin, à mieux avant, mais ces derniers temps, ils ont quand même marqué le pas à la fin de la saison dernière, un début timide cette saison. C'est quand même, le coach il dit avec ce qu'ils ont comme effectif, sur le plan humain, ce qu'ils ont comme joueurs et tout, ils peuvent jouer à l'aise les 6 premières places. Non, mais je suis entièrement d'accord, il faut le dire. L'année où la JS Saoura a accédé en Ligue 1, on se disait comment ils vont tenir parmi l'élite. Ils sont forgés dans le temps, ils se sont fait une notoriété, une personnalité. Et que ces derniers temps, ils ont même joué des qualifications en Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, des participations africaines. C'est à l'honneur de l'équipe sudiste. Sauf que cette année, ce n'est pas le même tableau de bord, il faut le dire. Mais je pense, derrière tout ça, c'est un peu la stabilité et qui manque concernant les différents staffs techniques. Fouad Bouali est là, on a vu tant d'entraîneurs défiler au bout de 2-3 mois. On se rappelle à l'époque un entraîneur qui a quitté le bateau après 2-3 victoires, on s'en rappelle. Cette année, Chlif Louzani n'a même pas commencé. Il n'a même pas commencé, il a fait la préparation, il est parti. On se rappelle des Khzar, tous ces bons entraîneurs, Fouad Bouali ici. Et je pense que cette équipe sudiste a un très bon réservoir, mais elle a besoin de stabilité dans l'encadrement technique. C'est ce que disait le coach Fouad Bouali. L'AGS Kabylie qui a reçu l'USM Alger, c'était le choc de la journée. On va voir les images. Ils sont partis dos à dos, 0-0. Pas d'un très très bon niveau. D'ailleurs, c'est vous, Mohamed Haouchine, qui avez commenté ce match. Pour la radio. Pour la radio. Oui, oui, mais c'était un match tactique, il faut le dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était pas le football de bon niveau, c'était pas le grand spectacle, mais il y avait de l'engagement, de l'intensité. C'est comme ça que j'aime le football. Et ça a été intensif, passionnant, suspense jusqu'à la dernière minute. Et vous avez dit le CS Constantine qui prend le poste de commandement, le fauteuil de leader, mais la JSK ou USMO aurait pu rejoindre le CS Constantine, mais les deux équipes ont décidé autrement, ils ont fait score blanc 0-0. Oui, effectivement, et de toute façon, c'est la même chose pour l'autre match qu'on va voir. On peut passer à l'autre match Hanan, l'autre match aussi qui n'a pas été d'un très très bon niveau. Le premier, c'est vous qui l'aviez commenté. Celui-là, c'est moi qui l'ai commenté. Je peux vous dire que ça a été en dessous de la moyenne, avec un superbe public du Mouloudia d'Alger, qui est venu en nombre comme d'habitude. Mais la partie n'a pas été d'un bon niveau. Entre le Mouloudia d'Alger et l'US Biskra, il y en a qui disent que c'est le Mouloudia qui n'était pas bon, d'autres qui disent que c'est les Biskri, les poulains de Mounir Zerdoud qui étaient bons, qui ont su garder, partir avec un point. Abdelnour, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez eu le Tout match. d'abord, avant de parler du match, moi j'ai parlé des gardiens de but. Le gardien de but de Biskra a fait une très bonne partie. Il a eu quand même des arrêts assez décisifs. Et c'est une habitude maintenant au 5 juillet. Les supporters, tous les gardiens qui ont joué au 5 juillet se font insulter.
tous les gardiens de but qui font des grandes parties. Mais qui n'encaissent pas. Mais qui n'encaissent pas là. C'est ce qui énerve. C'est ce qui énerve cette galerie. Ouais. Mais pour marquer, maintenant, moi je suis désolé. Hein, quand on voit une équipe qui n'arrive pas à marquer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, on était en train de parler tout à l'heure du Paradou. On a vu un peu les actions de but. On sent que ce sont des actions qui sont travaillées. Ce sont des actions qu'on devrait répéter au niveau des écoles. Donc, le match, c'est la continuité de ce qu'on fait à l'entraînement. Donc, si jamais on fait 50 ratés pendant un match, il y a quelque chose qui ne va pas. Très rapidement, coach. Pardon, juste dire qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé, vous connaissez, c'est peut-être Belaïli, non? Non, mais si on revient, c'est sûr, maintenant, si on revient maintenant à l'histoire, c'est vrai que Belaïli avait un rôle très important dans cette équipe. C'est votre prochain adversaire, coach? Oui, le Mouloudia, c'est déjà, on n'a même pas besoin de motiver les joueurs. Ils sont motivés demain. C'est vrai, quand on joue une équipe qui est championne, c'est l'équipe championne, donc tout ce qu'on va faire, c'est mettre tout ce qu'on a pour gagner le match, c'est clair. Sans plus de détails. Sans plus de détails. Oui, mais bon, le Mouloudia aussi, ils vont se présenter pour avoir un bon résultat. Ça, il va jouer le Mouloudia et puis il vient à la GSK à Tizi. Voilà, et on le recevra avec plaisir. Calendrier très chargé. On passe très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On passe aux résultats et classement de cette Ligue 1. Ah, pardon, excusez-moi, oui, on a oublié, oui, effectivement, merci Hanan et merci Nabil Tribache. Le dernier match, c'est celui qui a opposé le Shabab Riadi de Belouizdad à l'ES Mostaganem et le Shabab Riadi de Belouizdad qui réalise sa première victoire. C'est un sujet préparé par notre ami Fethi Bendali. Le Shabab Riadi de Belouizdad a remporté sa première victoire de la saison lors de cette 7e journée en battant l'Espérance de Mostaganem au stade Mohamed Ben Saïd. Dernier au classement avant ce match, les Rouges et Blancs devaient impérativement gagner pour lancer leur saison. Ils vont d'ailleurs être les premiers à ouvrir les hostilités suite à ce centre venu de la droite. Islam Slimani reprend de la tête, mais c'est sans grande conviction. Lors de cette première période, les coéquipiers de Keddet vont montrer une certaine solidité défensive. Et en attaque, c'est encore eux qui vont se montrer dangereux. Toujours sur ce côté droit, Azi va cette fois trop appuyer son centre qui ne trouvera personne. En seconde période, le coaching de Abdelkader Amrani en incorporant Belkhir s'avère payant puisque c'est ce dernier qui va offrir à la 76e minute de jeu ce caviar à Abdelraouf Benrit qui ne se fait pas prier pour pousser le ballon au fond des filets. Ça donne 1-0 pour le Shabab. Et c'est encore Belkhir sur une action similaire qui va délivrer une deuxième passe décisive pour le 2-0, cette fois inscrit par Daïbesh, un but qui intervient à la 90+6 et qui vient sceller la victoire Belouizdadi. Cette victoire obtenue grâce à une domination nette en seconde période est précieuse, notamment sur le plan psychologique et pourrait marquer le début d'une remontée pour le CRB qui se trouve dorénavant à la 14e position du classement avec 7 points et un match retard qu'ils auront à disputer face à la JS Saoura à domicile. Et on enchaîne tout de suite avec le tableau des résultats et le classement après cette 8e journée. Un résumé de la Ligue 2 dans sa 9e journée dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, un sujet préparé par Meïsel Bouala. Voilà, donc c'était le jingle de cette Ligue 2. Meïsel Bouala qui nous a préparé un résumé sur cette 9e journée de la Ligue 2 centre-est et centre-ouest.
Rencontres les plus décisives de cette 9e journée de Ligue 2 a opposé le Cap Betna au dauphin de ce groupe centre-est, l'USM Annaba, battu 1-0 par une équipe betnéenne qui décroche sa première victoire à domicile. Le leader, quant à lui, continue à triompher. Le MB Ruisset s'impose 2-0 face à l'AJS Bourjemnaïl, toujours cloué en bas du classement avec l'US Souf, battu par l'US Chaouia. L'Olympique Magaran qui met la main sur les 3 points grâce au petit score d'1-0 contre le HB Chalroum-Laïd. Le même score vient d'être partagé entre le Mouloudet de Constantine et le NRB de Larma. Et un deuxième succès de la saison pour la JSD Digel, victorieuse 2-0 face à l'Ittihad de Ouargla. Nous clôturons les rencontres du groupe avec un succès 2-0 pour l'Iber Missil Khachna et le MSP Betna. À l'ouest, le derby algérois entre l'US Ben Aknoun et le RC Kouba se termine sans vainqueur et sur le score d'1 partout. Le SM Chlia lui aussi termine sur un match nul qui lui procure son premier point chez l'ESM Koléa. Le dauphin, la JSM Tiaret, s'est déplacé chez le MC Saïda dans un match qui s'est soldé sur le score d'1 partout. L'Azmo Oran poursuit sur sa bonne lancée en s'imposant devant le MB Wetzli par 2-1. Match nul entre le SCAF et le Wydad de Mostaganem, 1 partout. Même résultat du côté du RC Arbra et le CRT Moshent. Et le dernier match de cette journée entre l'US Béchar Djedid et le NED s'est aussi terminé sur un score de parité nul et vierge. Enfin, la JSL Biel s'est inclinée à domicile devant le Gallia de Mascara sur le score de 3-1. Un bon niveau, très rapidement, coach, d'un bon niveau, la Ligue 2 cette saison. RC Kouba, USM El Harrach, USM Annaba, c'est plutôt Ruisset qui est en train de créer la surprise à l'Est. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour le football. Ça peut aider aussi la Ligue 1 à avoir d'excellents joueurs pour la saison prochaine. Donc il y a du beau travail, à l'image de Ruisset, avec Amin Rimouz, qui fait du beau travail, c'est quelqu'un qui est compétent. Et là, ça va aider tout le monde. Il y a le retour de Shelf aussi sur les stades, donc avec le RC Kouba, c'est une bonne chose pour le football. Et tout de suite, le tableau des résultats et des classements pour cette Ligue 2, pour ces deux groupes centre-est et centre-ouest. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. On vous remercie, coach, d'avoir accepté notre invitation. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Avec plaisir, oui. Surtout revoir Abdelnour et Mohamed. Voilà, ça c'est mes aînés. Tout petit, j'ai regardé Abdelnour jouer. Tout petit aussi, j'ai écouté. Voilà. Longtemps, Mohamed avec... Avec beaucoup de plaisir, allez. Merci d'avoir fait le déplacement. Oui, je voulais juste dire que le JS Kabylie est en deuil. 2 supporters décédés hier, 2 ultras, comme on les appelle, sur le trajet accident de la circulation, sur le trajet Alger-Tizi Ouzou. Que Dieu ait son âme, nos sincères condoléances et leur famille. Abdelnour, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, madame, monsieur. On remercie tout le monde. Hanan Belkhaï, notre script, Riyad, Nabil Tribesh, notre réalisateur, toute l'équipe des journalistes, les cadreurs qui étaient avec nous, notre rédacteur en chef Mokhtar Hamani. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, Abdelnour, même heure, même chaîne.